Bonsoir et bienvenue à l'épisode 3 des Renards du Soccer pour cette saison 2. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les bureaux de City Vision de notre cher caméraman David Dixo. Dixo, Sofiane, pas Disco. Et nous sommes ici, donc vous voyez, il y a un peu de stock un peu partout, dans le fameux drone. En tout cas, moi, j'ai toujours été impressionné par le fait, je l'ai déjà vu filmer avec un drone, c'est magnifique. Déjà, en premier, salut Mathieu, ça va bien? Salutations Adi, salutations à tous et à toutes. Oui, donc aujourd'hui, c'est ça, on a décidé de faire un peu différent, donc filmer ça comme ça. L'envers du décor, en fait. Exactement, donc vous voyez comment, bon, c'est professionnel, il y a beaucoup de stock, il y a beaucoup de choses, c'est magnifique, City Vision. Et on a décidé de faire cet épisode-là avec les Renards du Soccer, après la fameuse spéciale avec Sofiane, qui était quand même magnifique, on a eu vraiment beaucoup de fun. Et on va commencer cet épisode-là, comme d'habitude, avec notre premier segment, la track de la semaine. Pour cette semaine, on a décidé de parler un peu de, je vais appeler ça l'éléphant dans la pièce, parce que c'est l'équipe qui fait le plus parler d'elle durant ce mercato, durant cette saison morte, les Whitecaps de Vancouver. Donc, pour ceux qui ne le savent pas et qui n'ont pas trop suivi les réseaux sociaux et qui ne savent pas exactement ce qui est en train de se passer avec les Whitecaps, déjà, je suis surpris. Et d'un autre côté, il y a eu beaucoup de changements à Vancouver. En premier, on voit Marc Dos Santos, l'ancien entraîneur de l'Impact de Montréal, qui se retrouve entraîneur-chef de Vancouver après avoir passé une année en tant qu'assistant de Bob Bradley à LAFC. Et il ramène plusieurs joueurs avec lui. Tu penses quoi de ce qui se passe? Déjà, ta petite impression. Je vais aussi ajouter mon grain de sel un peu plus tard. Bien, en fait, on en avait discuté beaucoup sur les médias sociaux. Ouais. Et on avait d'ailleurs, lors de nos premiers épisodes, on avait glissé un mot au sujet de Marc Dos Santos, puisque c'est un ancien de l'Impact. Et donc, sa nomination nous faisait quand même grand plaisir, même si c'est pas avec l'Impact de Montréal qu'il revient. Hein, on s'entend. Il reste que c'est le dernier entraîneur à avoir gagné un championnat à Montréal. Donc, il faut... bon, j'écarte la Coupe canadienne. Là. Je parle d'un championnat de ligue. Cette parenthèse fermée, il faut dire que l'arrivée de Marc Dos Santos, il y a eu un peu... il se passe un peu la même chose avec les Whitecaps en ce moment que ce qui est arrivé avec l'Impact l'an dernier. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on semble à Vancouver vouloir faire tabula rasa, table rase de la philosophie sous Carl Robinson, qui était l'identité des Whitecaps à peu près depuis leur entrée en MLS, ou en tout cas depuis les dernières saisons, qui était une équipe, en tout cas hargneuse, mais surtout qui était très forte dans les phases arrêtées et sur le jeu aérien. C'était leur principale force, mais un peu comme l'Impact qui jouait à la contre-attaque, par exemple, à titre de comparaison. C'était une identité, mais elle avait ses limites dans le cadre de la MLS. Et là, l'équipe n'a pas fait les séries. Donc, la direction a décidé de tourner la page. Pourtant, ils avaient fait une très bonne impression l'année passée lors des séries 2017 où ils étaient allés, si je me rappelle bien, en demi-finale de conférence ou bien même en finale de conférence, si je me rappelle bien. Là. Mais il y a une clé aussi là-dedans qu'il faut quand même spécifier, c'est que c'est la vente d'Alphonso Davies qui change la donne. Ouais. Alphonso Davies, cette jeune sensation qui est issue de l'académie des Whitecaps et qui est arrivée à l'âge de 15 ans avec l'équipe, il faut le faire, et qui a été vendu pour un très très bon montant au Bayern de Munich. Il a même joué ses premières minutes, le Bayern l'a tout de suite mis dans le bain. Ouais. Et, ça, c'est ce qui est encourageant. On l'a vu avec l'équipe nationale canadienne et Davis va être un des joueurs phares de cette équipe nationale. Même, on pourrait dire, si tout va bien, il n'y a pas de blessure. En 2026, pour la Coupe du Monde, où on va avoir les matchs au Canada, alors il va être à surveiller. Mais je pense que justement, ils ont voulu profiter de cette opportunité-là pour se renouveler. Parce que l'année dernière, l'équipe n'a pas vraiment progressé. Et même si un attaquant comme Kei Kamara s'était relancé, c'était pas suffisant. Alors, on a décidé de changer d'entraîneur, premièrement. Et Marc Dos Santos, lui, on le voit, avec ses années d'expérience à travers le monde qu'il a connu, toujours avec beaucoup de succès. Beaucoup de succès, on en avait déjà parlé, effectivement. Et l'humilité qui en est ressortie un peu, parce qu'il avait admis en entrevue qu'il n'était pas prêt pour la MLS à l'époque de l'Impact, il l'avait dit. Pas parce qu'il était jeune, mais il a fait acte d'humilité, qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Je pense que là, maintenant, on peut dire que même s'il était encore relativement jeune, moi, en tout cas, je trouve qu'il est relativement jeune, mais il connaît son métier beaucoup plus, il le maîtrise mieux. Et il a bien fait, je pense, de profiter de son expérience comme adjoint avec LAFC l'an dernier pour continuer de parfaire, de fourbir ses armes.
Là, on sent que l'équipe, et Marc Dos Santos, c'est une des premières choses qu'il a dit, je veux une équipe de possession parce que Vancouver était une des pires équipes en possession. Et dans la conférence Ouest, c'est l'an dernier de la MLS. C'est en termes de buts sur attaque placée, c'était la croix et la bannière là, pour Vancouver. Ben, moi, je pense que, parce que j'ai vu une dernière entrevue de lui qui disait qu'il n'allait pas tout switcher et faire tout switcher du point de vue du style de l'équipe. Que oui, il voulait être meilleur en possession, mais ce ne sera pas une équipe à 100% en possession. C'est juste qu'il veut pouvoir être constructif lorsque le ballon est récupéré. Il veut que ce soit pas juste des longs ballons, un peu n'importe comment, puis quelqu'un qui court après pour aller... donc vraiment les contre-attaques. Il voulait que ce soit un peu ce que Rémi Garde a fait cette année avec l'Impact de Montréal, en pour ceux qui le suivent. En réalité, ce que tu dis là, c'est que ça confirme que lorsqu'il y a un ADN qui est implanté dans une équipe, la changer brutalement, ça marche pas. Et Marc Dos Santos est assez pragmatique, il est assez réaliste pour s'en rendre compte. Mais, tu l'as dit, il veut une équipe qui joue au ballon un peu plus quand même. Oui, et c'est ça exactement. Et juste pour enchaîner sur cette idée-là, et c'est là où on voit que Vancouver a vraiment entamé, comme tu l'as dit, une révolution. Et cette révolution-là, c'est sûr, en premier, elle paraît non seulement dans le staff, on a déjà Youssef Daha qui est venu et qui a rejoint Marc Dos Santos en tant qu'entraîneur des gardiens, qui est un ancien entraîneur des gardiens de l'Impact de Montréal. On a Maxime Crépeau qui est venu aussi en provenance de l'Impact de Montréal. Donc, il y a un peu ce petit cocon un peu montréalais qui est à Vancouver. Donc, c'est quand même intéressant. C'est quand même l'équipe, elle est dirigée là, au sommet de la pyramide par Bob Lenarduzzi, qui est un ancien joueur de Vancouver. À l'époque, comme l'Impact, on jouait dans une division inférieure où on n'était pas en MLS du tout. Donc, Vancouver a gardé des racines aussi. Oui, il y a un peu de deux. C'est ça, exactement. Mais tu l'as dit, il y a des anciens de l'Impact. Je pense entre autres, moi, à Nick Dasovic qui entraîne les U23, qui est un peu l'équipe réserve. Mais Vancouver, il y en a plusieurs, mais qui entraîne cette équipe du U23. Et Dasovic était membre de l'équipe montréalaise de 94 qui a gagné son premier titre. Mais il a joué à Vancouver aussi, donc ceci explique cela. Il y a Maxime Crépeau qui sont allés chercher. Mais la révolution dont tu parles, elle est surtout en termes de taulier. Alors, on n'a pas renouvelé Camara, on l'a échangé avec le Colorado Rapids. Exactement. En passant par, je pense, Cincinnati, je me souviens plus. Mais toujours est-il qu'il est rendu à Colorado maintenant. Ouais. On a décidé de ne pas renouveler Kendall Watson. On a... Weston qui est parti à Cincinnati maintenant, effectivement. C'est ça, qui est parti à Cincinnati, qui était pourtant un taulier en défense. En fait, les tauliers qu'on a conservés, c'est surtout... Bon, il y a Philippe, un ancien de Montréal, mais il y a beaucoup de... Ce sont les tauliers canadiens, parce qu'on en a besoin pour le championnat canadien. On a gardé les T-Bird, on a gardé les De Jong. Marcel De Jong, qui est un excellent latéral gauche. C'est ça. Et on a même été chercher Cornelius, un jeune défenseur. Et c'est là où je voulais venir, et tu fais très bien d'en parler. Ce que j'ai trouvé quand même très intéressant avec Marc Dos Santos, c'est qu'il y a quand même une certaine logique dans son recrutement. On parle de cette fameuse, je vais rentrer dans le vif du sujet, cette fameuse charnière centrale, Henry Cornelius, qui est souvent, en date d'aujourd'hui, la charnière centrale de l'équipe nationale canadienne. En tout cas, c'est ce que Herdman nous a montré dans certains matchs. C'était pas tous les matchs où c'était les deux titulaires, mais dernièrement, c'était ces deux-là qui étaient titulaires. Donc, ça va faire aussi du bien à l'équipe nationale d'avoir une charnière centrale qui joue tout le temps ensemble en club. Ça peut être quelque chose de très bénéfique pour l'équipe nationale canadienne. Et aussi, on ne va pas oublier tout le reste du recrutement, dont Bangoura, le Guinéen, dont Venuto qui vient aussi à l'ailier extrêmement rapide. Il y a vraiment de bons joueurs qui sont venus. Il y a Andy Rose, un ancien de Seattle Sounders qui est allé jouer en Écosse. Exactement, tout en gardant aussi les joueurs électriques comme Jordi Reyna qui est encore là. Il y a toujours ces petites identités qu'on va voir de l'année passée, mais en gros, tout ça, ça a changé. On va voir ce que ça va donner. En fait, c'est un peu comme l'Impact là aussi. C'est surtout les vétérans, peut-être les plus âgés qui sont partis. Oui, exactement. Et ce qu'on a gardé dans l'équipe, c'est les joueurs plus jeunes ou les joueurs avec les joueurs canadiens, comme je disais. Parce que moi, je pense que Vancouver aussi veut montrer que Toronto, là, qui va avoir les meilleurs joueurs canadiens, puis qui l'ont affirmé et dit et redit, Vancouver, probablement, et surtout que Marc Dos Santos, ont dit non, on ne va pas leur laisser. Je trouve que le recrutement de Cornelius est assez significatif de ce côté-là. Mais, chose la plus frappante, et on pourrait conclure là-dessus, c'est que Vancouver font beaucoup d'acquisitions, effectivement, on change beaucoup d'effectifs aussi.
mais ce ne sont pas nécessairement des gros noms connus du marché européen. Exactement. Parce qu'on aurait été tenté de dire, mais avec l'argent qu'ils ont eu du transfert d'Alphonso Davies, ça aurait été une belle occasion. Mais Dos Santos a clairement dit, on ne veut pas dépenser l'argent n'importe comment. C'est clair que donc on cible des joueurs qui devraient cadrer dans ce que Marc Dos Santos veut commencer à implanter comme identité de l'équipe. Cela dit, il ne faudra pas s'attendre à ce que Vancouver devienne la meilleure équipe de l'Ouest. Non. Ça va être une équipe qui va probablement progresser peut-être plus vite que l'Impact parce qu'ils n'auront peut-être pas les blessés, mais c'est une équipe qu'on va peut-être voir en début de saison, chercher la carburation et qu'on va la trouver au fur et à mesure. Et probablement qu'à partir de l'année prochaine, on va avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui va se mettre en place à Vancouver. Exactement. Mais déjà, cette année, on va avoir des indications là-dessus. De ce côté-là, j'ai hâte. Et quand on va les affronter en championnat canadien, Ouais. tout ça... Ben, peut-être, on verra. Mais Marc Dos Santos qui va à Montréal, c'est toujours spécial. Drôle. Alors, ça promet pour les Whitecaps cette saison. On a hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, il y a beaucoup de recrutement. Le recrutement n'est même pas fini. Je sais qu'ils attendent un autre joueur désigné. En tout cas, les dernières rumeurs disaient qu'ils parlaient d'un nouveau joueur désigné. En tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner. C'est comme ça qu'on va clore notre premier segment, la track de la semaine des Renards du Soccer. On prend une petite pause et on revient tout de suite avec le second segment. Nous sommes maintenant rendus à notre second segment de l'émission, le Renard Bleu, segment qui porte sur l'Impact de Montréal. Au moment où on enregistre l'émission, l'Impact joue son premier match hors concours, son premier match du camp d'entraînement contre le FC Cincinnati, la nouvelle équipe de la MLS. Match qui a lieu en ce moment en Floride, au chaud, pendant que nous, on se les gèle ici. Mais bon, toujours est-il que c'est un premier match. Mais on a appris également à travers les médias sociaux que finalement, le joueur de Lyon qu'on attendait, Zachary Broguillard, jeune international canadien, allait enfin arriver avec l'Impact. Ça semble officiellement régler son prêt de Lyon. On a hâte de voir, il ne jouera évidemment pas aujourd'hui contre le FC Cincinnati, mais on a hâte de voir ce qu'il peut nous offrir au camp d'entraînement. Il va probablement rivaliser avec Émile Legault pour un poste de substitut à Bakary Sagna comme latéral droit. Toi, Adi, qu'est-ce que tu penses que Zachary Broguillard va apporter en tout cas pour le peu que j'ai vu dans l'équipe canadienne, pour un jeune joueur? Oui, il y a tactiquement des choses à apprendre, mais il a une forme de leadership. Il y a quand même une attitude sur le terrain qui est encourageante. Exactement. En fait, ça s'explique. Bon, on s'entend qu'il a été formé dans un des meilleurs centres d'entraînement d'Europe. Selon les dernières statistiques, c'est le deuxième meilleur centre d'entraînement après le FC Barcelone. Donc, on s'entend que c'est du très, très haut niveau. Maintenant, lui, c'est sûr, on avait dit lors de la dernière émission avec Sofiane me disait, OK, mais si jamais il est aussi bon que ça, pourquoi il n'a pas continué à Lyon? Peut-être que c'est un choix de se rapprocher de sa famille, un choix de se rapprocher de l'équipe nationale. Est-ce que c'est un choix que... En tout cas, ça peut être un choix du cœur. Peut-être de jouer à un certain niveau, parce ou que bien les centres de formation, bon, oui, c'est du bon niveau, mais pour découvrir un autre aspect. Exactement. Il ne faut pas oublier aussi que d'après les rumeurs, c'est pas officiel encore, mais d'après les rumeurs, ce sera un prêt. Donc, peut-être que ce sera aussi bénéfique pour qu'il trouve le haut niveau et puis après qu'il revienne à Lyon puis pour intégrer l'équipe première. Donc, Lyon se donne encore ce petit loose pour pouvoir peut-être le rapatrier à ce moment-là et le faire entrer dans l'équipe première. Ce serait quelque chose quand même d'assez intéressant de ce point de vue-là. Surtout que ce prêt-là, connaissant la connexion Rémi Garde avec Lyon, ceci explique cela en quelque part. Ben oui, c'est sûr. Comme aussi, c'est sûr qu'à ce moment-là, l'Impact de Montréal a dû le dire, bon, peut-être vous avez priorité, mais si jamais vous ne le voulez pas, nous, on le re-signe, on le reprend. En tout cas, il pourrait y avoir une petite entente entre les deux. Et peut-être que ce sera aussi le début d'une nouvelle sorte de partenariat entre les deux clubs. On ne sait pas. En tout cas, ça peut être quelque chose d'intéressant. On verra ce que notre nouveau président, Gilmour, fera par rapport à ça, si jamais il pourra un peu plus percer cette avenue-là. Pour Zachary Broguillard, tu as dit comme quoi il serait peut-être en concurrence avec Émile Legault pour le poste de doublure à Zachary Sagna au poste de latéral droit. Oui. Ouais. Bakary Sagna. Non, c'est pas ça, dit Zachary Sagna, Ah, mais ok, c'est pas Bakary grave. Sagna, en tout cas. Petit Bakary, lapsus. Zachary. En tout cas, ça, ils vont bien ensemble. Oui. Mais par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est que Émile Legault peut jouer au milieu de terrain aussi. Donc, c'est peut-être quelque chose... On ne peut pas dire aussi que ce sera ou l'un ou l'autre. Non, c'est possible que les deux signent un contrat avec l'Impact de Montréal. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aimerais aussi mentionner que... C'est un joueur canadien. En tout cas, les l'Impact deux. a besoin de joueurs canadiens dans sa formation. Peu importe là, ce qu'on avance. Exactement. Parce qu'au championnat canadien,
ça va prendre ces joueurs-là pour les faire jouer. C'est exactement ça. Et en plus, ça prend pas de place internationale. En tout cas, on connaît toutes les petites subtilités de la MLS qui vont... en tout cas, je vais pas rentrer dans le sujet. Mais bon, pour Zachary Brault-Guillard, ce que j'adore aussi, c'est ce que son entraîneur a dit à la réserve, qui est Christian Bassila, qui est un ancien joueur qui a joué aussi en Ligue 1 pendant longtemps, dont à Strasbourg. Salut à Monsieur Foot de Foot. À ce moment-là, il a dit sur Zachary Brault-Guillard comme quoi c'était un joueur qui était qui a une grosse marge de progression. C'est un joueur qui serait extrêmement intéressant, qu'il a encore beaucoup de travail à faire, tu l'as déjà mentionné Mathieu, sur son remplacement et son positionnement. Mais par contre, il a besoin aussi de s'entraîner sur son apport offensif. Donc, c'est pas vraiment un latéral très offensif, d'après ce que j'ai compris. Par contre, il est quand même intéressant en défensive. C'est quelqu'un qui est assez fiable et ainsi de suite. Et il a aussi beaucoup de leadership parce que c'était l'entraîneur dans l'équipe des U19 à Lyon et il a été quelquefois entraîneur aussi de l'équipe réserve. Donc, on n'amène pas n'importe qui. On amène quand même un joueur avec... C'est aussi, pour son âge, un jeune capitaine. J'ai bien aimé, moi, on en avait parlé ici, que John Herdman lui donne des minutes, même un départ, je pense, avec l'équipe canadienne. Il a déjà eu un départ, et il a pas mal paru, bien au contraire. Pas du tout. Alors donc, c'est un joueur qui, je pense, il peut pas être pire que bien des joueurs qui sont passés à Montréal, en tout cas, je pense. Et ça fait partie aussi de ces jeunes joueurs qu'on sent que Rémi Garde veut avoir peut-être... dans son effectif pour soit pas les avoir à sa main, là, mais pour, disons, les mouler un peu comme lui l'entend. Les façonner. Les façonner. Et comme je le disais tantôt, comme Brault-Guillard a été dans le cadre lyonnais, qui est un cadre que Rémi Garde connaît bien, ce qu'il va expliquer à ce jeune joueur-là, Zachary Brault-Guillard, ben, ça sera pas tombé dans l'oreille de sourd, je pense. Ça va être un langage qu'il comprend, que ce soit au plan, comme on dit, tactique. Tu le dis très bien. En plus, c'est bien parce que Rémi Garde, il y a quelque chose qui est quand même très intéressant, c'est que Zachary Brault-Guillard a sûrement entendu parler de Rémi Garde à Lyon. Et Garde connaît déjà, c'est sûr, parce qu'on sait, on le voit souvent sur les médias sociaux, Rémi Garde est quand même un grand supporter de l'Olympique Lyonnais. Je pense que lui et son staff essayent le plus possible de ne pas rater de match. On les a vus à un moment donné, il y a une photo, ils regardent tous le match de Lyon l'année passée. Donc, c'est sûr qu'il a encore beaucoup de contacts à Lyon et qu'il connaît exactement ce qu'il est capable d'apporter à l'Impact de Montréal. Donc, ni le joueur n'arrive en terrain à 100% inconnu, ni Garde ne reçoit un joueur qu'il ne connaît pas non plus, qui est juste un peu... qu'il l'a vu jouer juste 2-3 fois et qu'il n'a pas eu des hommes de confiance. Il a dû parler à ses hommes de confiance. L'exemple d'Harry Novillo, c'en est un bon exemple. Encore un meilleur exemple. Probablement que s'il ne connaissait pas le joueur et le fait d'y avoir parlé l'an dernier, il n'aurait pas donné sa chance cette année pour dire une chance de rédemption, si on peut dire, alors que Novillo a dit « J'ai eu ma leçon et je suis prête là, à faire Exactement. mes preuves. » Alors, il a fait un essai aussi l'an dernier, hein, oublions pas. Il s'est entraîné, oui, et comme certains jeunes de l'académie que Rémi Garde a appris à découvrir et qu'il connaît, et il les a signés très vite. Je ne serais pas étonné qu'on leur donne quelques minutes, mais pour citer Sofiane, s'ils sont bons, ils vont jouer. Exactement. Ils ne seront pas forcément les titulaires, mais au fond, c'est peut-être des meilleurs substituts pour la profondeur de l'équipe qu'on peut avoir plutôt qu'un vétéran blasé ou des joueurs que tu surpayes. C'est vrai qu'on m'a déjà dit sur les médias sociaux que là, Cabrera est rendu un substitut qu'on surpaye, mais on le voyait pas comme ça à l'époque qu'on l'a signé. C'est sa dernière année de contrat. Moi, je comprends pas. C'est bien que tu mentionnes ce côté-là. Moi, j'ai pas compris pourquoi on a exercé l'année en option sur Victor Cabrera. Le but, c'était, de ce que j'avais compris au début, c'était, oui, ils ont un endroit où le vendre, il y a un club intéressé, donc ils veulent récupérer de l'argent, donc ils ont pris l'année en option. Si jamais ils n'avaient pas exercé l'année en option, parce que l'année en option n'était pas le choix de Cabrera, mais le choix du club. Et le club a exercé cette année en option. Pourquoi? Pourquoi, quand le joueur ne fait clairement pas partie des plans de l'entraîneur, ni du point de vue salarial, ni du point de vue sportif, à quoi il sert? Plus une place internationale? Je comprends pas. S'il n'est pas vendu, à quoi il sert? C'est vrai que c'est une bonne question et on peut trouver ça effectivement bizarre, mais il faut savoir que l'an passé, quand il y avait l'opportunité de la vente, c'est arrivé au moment où on était en pénurie de défenseurs. L'an passé, moi je parle maintenant. Non, mais laisse-moi, tu vas revenir. Tu vas arriver. Et probablement que le prix de l'an dernier était intéressant, mais là, on ne pouvait pas se le permettre. À partir de là, peut-être que le prix est plus bas et l'Impact se dit,
Non, on n'en a pas pour notre argent par rapport à ce qu'on a payé pour son transfert. Possible. Et on attend peut-être une meilleure offre. On veut s'assurer que si on doit le vendre, on veut quand même une offre rentable. Parce que, bon, je comprends qu'on ait 10 à 12 millions de dettes dans l'équipe. Et donc, tu ne veux pas nécessairement vendre tes joueurs pour rien. Mais s'il n'y a personne, ben, son contrat se terminerait cette année. Et on pourrait ne plus le revoir. Mais on aura payé un salaire. Oui. Mais, c'est ça qui est dommage. Tu sais, je comprends le point de vue et tu as complètement raison par rapport à ce que tu dis. Peut-être qu'ils attendent une nouvelle offre. Mais une offre valable, c'est si ça que je veux dire. Si jamais il y a deux choses. Si jamais tu as une offre valable, il ne faut pas qu'elle soit trop tard. Parce qu'il va falloir que tu remplaces ce joueur-là parce que maintenant, on est avec 4 défenseurs centraux. Si jamais tu vas jouer avec une défense à 4, il te faut 4 défenseurs centraux. 2 titulaires puis 2 sur le banc. C'est comme ça que d'habitude qu'il se passe. Si jamais Cabrera s'en va un peu trop tard, l'Impact se retrouve avec 3 défenseurs centraux, dont un qui est en fait latéral, même s'il a été très bon, qui était Raitala l'année passée. Donc là, tu te retrouves un peu dans un gros dilemme où tu as une bonne offre, sauf que tu n'as personne pour le remplacer. Et d'un autre côté, il faut que ce nouveau joueur-là qu'on va acquérir à la place d'un potentiel départ de Cabrera, il puisse s'incruster dans ça. Ben, c'est là qu'on va voir si la nouvelle cellule de recrutement travaille dans ce sens-là. Au cas que l'offre que tu as dit se produise et on aurait quelqu'un qu'on pourrait signer. Moi, je pense que le plan de départ, c'était qu'ils espéraient avoir une offre plus tôt. Et là, on signe Rod Fanny, qui prend la place. Oui, mais c'est ça qui serait probablement arrivé. Mais là, on parle dans un monde idéal. Mais le contexte, pour citer Sofiane, notre invité, mais moi aussi, j'aime parler du contexte une fois de temps en temps quand même, c'était qu'on a payé cher son acquisition, mais c'est le changement d'entraîneur et l'arrivée de d'autres défenseurs qui a fait que Cabrera a perdu son poste. Mais il peut devenir un bon substitut cette année s'il reste. Puis on le perdra pour rien, mais à un moment donné, on paye le prix, malheureusement, d'une signature. Parce qu'à l'époque, on le voyait partant, mais il n'a pas démontré ça. Il a été mal évalué par l'ancien staff. Et ça, là-dessus, c'est là-dessus qu'on paye, je pense, beaucoup plus que le fait de conserver son option. Ouais, malheureusement. Mais voilà, malheureusement, c'est un peu sur cet angle un peu triste qu'on conclut ce deuxième segment, le Renard Bleu. Mais ne quittez pas, on vous revient dans quelques instants avec le troisième segment. Donc, nous revoilà pour le troisième segment des Renards du Soccer, donc épisode 3 de la saison 2. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, on va parler des à côté du gibier. Dans les à côté du gibier, cette fois-ci, on a décidé de s'attarder sur la nouveauté au Canada cette année, qui est la Canadian Premier League, ou en français, la Première Ligue canadienne. Et cette compétition-là, elle commencera, on vient juste de savoir, que le premier match se jouera le 27 avril entre les deux équipes ontariennes qui sont dans la région de Toronto, qui sont York 9 et Forge FC. C'est bizarre parce que les rumeurs disaient comme quoi le premier match allait se jouer entre les deux équipes qui sont plus sur les côtes du pays, donc la côte Est et la côte Ouest. Et on parlait des Wanderers de Halifax et du Pacific FC. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a dû sûrement y avoir des discussions à droite et à gauche, puis ils ont trouvé que commencer dans la région torontoise, c'était un peu mieux. Peut-être pour une question d'argent, peut-être une question d'engouement. Peut-être, on ne peut pas savoir. C'est sûr qu'en créant ce match-là dans la région torontoise, c'est sûr qu'il va y avoir des supporters adverses qui vont faire le déplacement, tandis que si jamais on l'avait fait d'une côte à une côte, peut-être qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de déplacements de supporters de l'équipe adverse. Donc, il y a peut-être un côté monétaire dans ça. Puis, c'est possible que ce soit une façon de créer une certaine rivalité entre deux équipes qui sont quand même assez proches géographiquement. Est-ce que toi, tu en penses quoi de ce match-là et de cette décision-là de la CanPL? Ben, moi, au-delà du match, ce que j'ai surtout hâte de voir, c'est le genre de foot que cette ligue-là va nous offrir. Ouais. Et je dis pas ça pour juger le niveau, ça n'a aucun rapport, mais quelle identité cette ligue canadienne-là va prendre, cette nouvelle ligue va adopter, va suivre. Ça, c'est le point d'interrogation, pas négatif, au sens négatif, mais que moi, j'ai envie de surveiller avec cette ligue-là. Parce que c'est pas la première fois qu'on a tenté d'avoir une ligue canadienne ici. On se rappelle de l'ancienne ligue, on en a parlé un peu avec Sofiane, justement, où a évolué le Supra de Montréal. Cette ligue de 87 à 92, qui a duré 6 ans et qui a été souvent outrageusement dominée par l'équipe de Vancouver à l'époque qui s'appelait les 86ers. Ouais.
Donc, il y a des villes canadiennes qui avaient déjà des clubs à l'époque, qui reviennent un peu dans le giron. Tu parlais de Halifax. Bon, il ne s'appelait pas Halifax dans le temps, mais c'est pas important. Mais ce qui a fait que cette ligue-là avait échoué, bien évidemment, les droits de télévision, il y avait la récession au Canada, il y avait un paquet de raisons. Et certaines équipes voulaient jouer à un niveau supérieur, qui était à l'époque la PSL, Vancouver, Toronto, Montréal, sont toutes parties là. Ils ont changé de nom. En tout cas, pour faire une histoire courte. Là, c'est un contexte différent. Et j'ai hâte de voir, premièrement, le type de jeu, mais aussi si cette ligue-là va trouver une façon de se pérenniser dans le temps, d'assurer une continuité. On parle, parce que là, on nous parle, il y a cette équipe pour l'instant, mais on parle d'augmenter les marchés à 10, et même on parle d'aller jusqu'à 16, et le plan, c'est même de faire une ligue de promotion-relégation. Le plan, c'est de faire 3. C'est de faire Division 1, Division 2, Division 3. Ça, c'est le plan à long terme. C'est le plan à long terme. Et on sait déjà que ces équipes-là ne sont pas des franchises comme on les définit dans le sport nord-américain et notamment la MLS, d'où cette idée de créer une culture de club canadien. Et l'idée, comme je le disais, donc de promotion-relégation. Alors, j'ai hâte de voir, donc, c'est ça, juste pour qu'on fasse le tour de la question. J'ai hâte de voir d'abord quel jeu et quelle identité cette ligue-là va prendre et comment ils vont arriver à la rendre, je dirais pas rentable, j'aime pas dire ça, mais la rendre, comment dire, assez attrayante pour qu'elle dure et qu'elle ait sa propre visibilité. En évitant les comparaisons avec la MLS, justement, parce qu'il y a des équipes canadiennes dans la MLS. Alors, parce que oui, le niveau sera probablement pas le même. Non, au début, c'est pas ça. Le but, c'est dans le temps et à long terme que la CanPL devienne l'équivalent. Je sais que c'est le but des dirigeants de la CanPL, c'est qu'à long terme, que la CanPL devienne l'équivalent de la MLS. En tout cas, ça, c'est loin. Mais c'est vrai qu'au début, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Ça va être intéressant. Ça va être s'il vous plaît, ça va être du soccer professionnel et non pas du soccer semi-pro. Ne vous attendez pas à avoir des matchs de niveau de semi-pro et de la PLSQ ou bien de la Ligue 1 Ontario. Ça va être supérieur à ça, mais ce sera très loin encore du niveau de la MLS. Au fur et à mesure, peut-être qu'au début, moi, je suis sûr qu'on va avoir une progression entre les quelques premiers matchs, les premières dizaines de matchs et le milieu de la saison et la fin de la saison. On va directement avoir une sorte de progression dans le jeu parce que c'est des équipes la ligue va commencer à apprendre, les équipes vont commencer à apprendre. Tout ça, ça va se développer au fil du temps. Puis un dernier point, c'est aussi la raison pourquoi on a créé cette ligue-là, c'est pour qu'il y ait des joueurs canadiens qui puissent y jouer à un niveau, à un calibre plus fort que ce qui existait par rapport à la Ligue canadienne, ce qu'elle était devenue, qui est une ligue semi-professionnelle, jusqu'à temps qu'elle soit définitivement suspendue par la Fédération pour des raisons de corruption. Là, je parle de la Ligue où l'Attaque de Trois-Rivières, l'ancienne équipe d'école, jouait, par exemple. Mais donc, on veut avoir quelque chose qui soit quand même de calibre professionnel et qui permet à des joueurs canadiens de s'épanouir en jouant régulièrement. Et on va souhaiter que dans les marchés canadiens où cette ligue-là va s'implanter, que les gens y trouvent leur compte, qu'ils se développent peut-être une propre culture locale, autant pour les fans que pour les joueurs qui viennent y adhérer. Donc, ne pas en faire juste une question d'argent, mais une question aussi qui serait culturelle, qui serait propre à ce qu'il y a ici, pour qu'il y ait une forme de visibilité sans nécessairement viser trop gros. On voit d'ailleurs la dimension des stades, c'est modeste, mais ça peut créer, je pense qu'il y a une possibilité de créer à long terme une ambiance. Ils vont étape par étape et c'est ce que j'aime bien. En tout cas, ça a l'air assez excitant. Ça va étape par étape. Ils ne se prennent pas plus gros que ce qu'ils sont. Ça commence étape par étape, mais j'aime bien la vision globale qu'ils ont par les Canadiens, pour les Canadiens. C'est la devise de la CanPL. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Rendez-vous le 27 avril pour ce premier match entre York 9 et Forge FC. D'ici là, écoutez, continuez à regarder les Renards du Soccer. Continuez à suivre la MLS. J'aimerais, encore une fois, ça va clore notre dernier segment, c'est sûr. J'aimerais en profiter pour remercier City Vision et David Dixot qui est toujours là à nous supporter. Et merci de nous avoir laissé jouer avec tout leur équipement. Exactement, tout ce beau équipement, ce bel équipement. J'aimerais aussi remercier, c'est sûr, le CanFC qui met notre épisode en audio sur sa plateforme. Et j'aimerais aussi remercier Culture Soccer aussi qui met notre épisode sur le site web. Et qui va parler de la CanPL, justement. Qui parlera de la CanPL. Il y aura aussi beaucoup de choses sur culturesoccer.com. Donc voilà comment on va clore cette émission. Tu avais un dernier mot à dire? Alors, un petit message aux gens qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent.
on vous invite à nous écrire sous le hashtag Renard du Soccer, renard avec un S, mais en un seul mot. Et on vous invite à vous poser vos questions, nous faire part de vos commentaires. Et pour ce qui est des questions, on sera un plaisir dans un prochain épisode d'y répondre devant la caméra, de répondre donc à vos questions. Alors n'hésitez pas à nous envoyer toutes les questions que vous voulez. On va se faire un plaisir donc de vous répondre. Écrivez-nous sous le hashtag Renard du Soccer. Vous pouvez voir d'ailleurs en bas de l'écran, quand vous voyez nos comptes Twitter, vous pouvez nous écrire là directement en mettant le hashtag Renard du Soccer avec un S pour renard, mais tout en un mot. On va se faire un plaisir donc d'interagir avec vous. Exactement, et on va en profiter, je veux en profiter pour le dire, on aura le temps parce je vais relancer une période de questions à ce moment-là, mais c'est bien que tu le dises Mathieu. J'aimerais juste mentionner à tous ceux qui nous écoutent qu'il y aura une petite période, on a des petites vacances de 2 semaines, on va un peu au soleil, en tout cas moi personnellement je vais au soleil, et puis parce que j'en ai besoin, et puis après on se verra à ce moment-là, donc on va prendre quelques petites vacances, je serai un peu moins disponible sur les réseaux sociaux. On aura des surprises au retour des vacances. On a beaucoup de surprises. On vous en promet. Beaucoup de projets. Donc, restez à l'écoute, restez à l'affût de la période de questions qu'on va lancer. Et à bientôt. Au revoir.